Quand on dit la justice n'est pas dépendante, etc., moi ça me fait vraiment rire parce que on n'a pas dit ça pendant les 10 dernières années. On n'a pas dit ça quand il y a eu des chasses aux sorcières de juges. On n'a pas dit ça quand il a fallu nommer, comment dirais-je, des juges sur des affaires pour pouvoir les camoufler. Aujourd'hui, la justice, elle est indépendante en Tunisie, oui ou non? Oui. Très bien. C'est aussi simple que ça. Elle travaille. C'est votre position. Donc, elle travaille. Vous dites aux ONG comme Amnesty International, vous ne pouvez pas circuler, il n'y a rien à voir. Je ne dis pas circuler, il n'y a rien à voir. Puisque les rapports qu'ils évoquent, ça ne vous choque pas vraiment. Excusez-moi, la justice en Tunisie, elle est indépendante et souveraine. Bonsoir à tous. À quoi ressemblent les prémices du second mandat de Kais Saied à la tête de la Tunisie? Quels sont ses rapports avec l'opposition, la classe politique en général? Quelle est la place de la Tunisie sur la scène internationale? Comment qualifier aujourd'hui la relation entre la France et la Tunisie? Pour en parler, je reçois Raed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment qualifierez-vous les premiers pas du second mandat du président Kais Saied? C'est dans la continuité de la fin du premier mandat, c'est-à-dire une lutte implacable mais ô combien nécessaire contre la corruption. Le nettoyage, entre guillemets, également de l'administration tunisienne, parce qu'on sait que les 10 dernières années, les 10 années qui ont succédé à la révolution tunisienne, a été marqué par des recrutements massifs dans l'administration tunisienne qui a complètement fait exploser le budget de l'État. Bref, il y a un gros travail structurel qui est en train d'être mené. On va dire que ce n'est pas la séquence la plus agréable, mais elle est ô combien nécessaire puisqu'on a le choix entre des réformes à la tunisienne ou alors une réforme imposée par le Fonds monétaire international et qui, là, pour le coup, on peut le dire, risque de mener à la guerre civile. Mais effectivement, c'est un long travail. Vous savez, on n'efface pas d'un coup de crayon 10 années de très mauvaise gestion. Donc ça passe par des efforts structurels, ça passe par une restructuration de l'administration et des réformes qui sont ô combien importantes pour que la Tunisie puisse redécoller. En tout cas, là, on reste vraiment dans la continuité, parce que la condamnation continue aussi de pleuvoir en Tunisie. De nombreuses personnalités de la classe politique et de la société civile tunisienne, dont Rached Ghannouchi, numéro 1 du parti Ennahda, ou encore Hichem Mechichi, ancien chef du gouvernement, ont été condamnés récemment. Quelle est votre réaction face à tout ça? C'est le droit qui s'applique? Ils ont été condamnés pour quoi? Alors, Rached Ghannouchi, il est derrière les barreaux depuis avril 2023. Il a été coupé le 5 février d'une peine de 22 ans de prison. Il est condamné pour atteinte à la sûreté de l'État, enfin selon le narratif du pouvoir tunisien. Parce que ses avocats démentent aussi ces accusations. Ils n'étaient pas présents au procès parce qu'ils considèrent que la justice tunisienne n'est pas indépendante. Comment vous réagissez à tout ça? Oui, alors, évidemment, ce qui est assez humoristique, c'est pas un euphémisme dans ma bouche que de dire ça, c'est que les mêmes qui considèrent que la justice n'est pas indépendante sont les mêmes qui l'ont rendue dépendante. Ah ouais? Oui, dites-nous tout. Évidemment. Je veux dire, à l'époque de la Troïka, comme on l'appelait, c'est-à-dire un gouvernement qui était composé à la fois des islamistes d'Ennahda et du camp dit progressiste à côté, le ministre de la Justice de l'époque, qui avait été nommé d'ailleurs, qui avait été choisi par Rached Ghannouchi, parce que c'était lui qui tirait les ficelles. Il y a eu des révocations de juges en cascade, des nominations dont on voit les conséquences aujourd'hui. Je veux dire, quand on sait que le procureur de l'époque qui avait été nommé et qui avait à la fois la mainmise sur le parquet antiterroriste et sur le parquet national financier, une inspection du ministère de la Justice datant de 2021 avait de juin 2021, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait l'activation de l'article 80 par le président de la République. Un rapport avait clairement... Par l'article 80. Donc oui, un article 80 de la Constitution. C'est un article constitutionnel. Mais qui autorise les pleins pouvoirs. Il faut le dire, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais c'est une disposition constitutionnelle. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je m'informe au cas où. Un rapport, donc je disais, de juin 2021 avait effectivement établi que ce procureur-là avait volontairement
mis sous son coude, camouflé pour ne pas le dire, 5 à 6 000 dossiers liés à l'antiterrorisme. Et après on vient de parler de justice qui ne serait pas éventuellement dépendante. Il faut arrêter à un moment donné les bêtises. Donc ceux que vous avez cités, les responsables politiques que vous avez cités, il y a... Mérite d'être en prison selon vous? Moi, je ne suis pas là pour juger s'il mérite ou pas. Ma question, c'est ça. Pourquoi il y a encore des condamnations? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International qui dénonce dans son communiqué. Ils peuvent on va les écouter, ils mettent en lumière une campagne de plus en plus agressive. D'accord, mais est-ce qu'on sait aux droits de l'homme quand même? Oui, bien sûr, droits de l'homme. D'accord, mais est-ce qu'on sait pourquoi ils ont été condamnés? En tout cas, ils ont été mis en prison pour l'instant, puisque l'affaire, une partie de l'affaire est en cours. Je crois que c'est sur l'affaire Instaligo, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, je vous confirme. Voilà. Mais l'affaire Instaligo, ça mêle quand même à de l'antiterrorisme. Pardonnez-moi, quand on dit oui, ils ont été mis en prison, d'accord, mais pourquoi? C'est pour ça que je vous ai posé volontairement la question, pourquoi? On le sait tous, c'est l'atteinte à la sécurité de l'État. D'accord, mais suite à quoi? L'affaire Instaligo, si vous enquêtez plus en profondeur, regardez ce que c'est que l'affaire Instaligo. C'est une affaire qui mêle, qui a, comment dirais-je, comme sujet principal l'antiterrorisme. En tout cas, le terrorisme plutôt. Donc, pardonnez-moi, mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut peut-être aussi, on met pas les gens en prison comme ça. Je suis d'accord avec vous, mais pour une partie de l'opinion publique aussi, c'est un peu une chasse aux sorcières. Oui, ce sont des hommes politiques qui sont Non, mais attendez. Quand on est de l'autre côté, entre guillemets, de la barrière et qu'on voit des personnes qui sont emprisonnées, c'est sûr que ça suscite de l'émoi. Mais quand on rentre dans le détail, vous pensez que les Tunisiens, ils pleurent la condamnation et la mise en prison de Rached Ghannouchi? Allez en Tunisie, demandez-leur et vous serez surpris du résultat. Il y en a qui sont fiers de la condamnation. Je ne dis pas qu'ils sont fiers. Je dis simplement que pour beaucoup, c'est justice. Parce que beaucoup d'affaires ont été camouflées à cause de cet homme. Je veux dire, aujourd'hui, on est en 2025. Pourquoi on ne sait toujours pas qui a tué Chokri Belhaïd et Mohamed Brahmi, les deux figures de la gauche? Pourquoi on ne sait pas? Demandez à la justice que vous dites d'être indépendante. Voilà, ça tombe bien, la justice qui est indépendante. Pourquoi elle ne règle pas ces situations? Parce que le dossier d'enquête de ce qui a été établi a été tellement fracturé, tellement éclaté, que pour maintenant remettre les bouts correctement, va falloir travailler dur. C'est pour ça que je vous dis que quand on dit la justice n'est pas dépendante, etc., moi ça me fait vraiment rire, parce que on n'a pas dit ça pendant les 10 dernières années. On n'a pas dit ça quand il y a eu des chasses aux sorcières de juges. On n'a pas dit ça quand il a fallu nommer, comment dirais-je, des juges sur des affaires pour pouvoir les camoufler. Aujourd'hui, la justice elle est indépendante en Tunisie, oui ou non? Oui. Très bien. C'est aussi simple que ça. Elle travaille. C'est votre position. Donc, elle travaille. Vous dites aux ONG comme Amnesty International, vous ne pouvez pas circuler, il n'y a rien à voir. Je ne dis pas circuler, il n'y a rien à voir. Puisque les rapports qu'ils évoquent, ça ne vous choque pas vraiment. Excusez-moi, la justice en Tunisie, elle est indépendante et souveraine. Pardonnez-moi. Il y a aussi des personnes qui sont des organisations qui sont. Mais je ne dis pas. Attendez. Qui ont aussi un rôle de vigie. Oui, mais c'est leur rôle. Elles ont le droit d'être. D'abord, c'est leur rôle d'être, comment dirais-je, des organisations de vigie. C'est tout à fait normal. Mais quand on parle, là, vous m'avez cité deux personnalités politiques dont on sait qu'ils sont impliqués, dans des dossiers qui mêlent à des sujets liés au terrorisme. Selon la justice tunisienne. Pardonnez-moi, mais voilà, je veux dire, faut être prudent quand même. Quand on prend la défense de personnalités, faut être quand même prudent, notamment quand ce sont des personnalités aussi contestées que M. Ghannouchi, qui était à la tête d'Ennahda pendant un certain temps. Voilà, je veux dire... Il y a aussi des personnalités de la société civile, il n'y a pas que des politiques. Donc, je pense aussi que l'alerte d'Amnesty International peut s'entendre. Elle peut s'entendre, ça après c'est à la libre appréciation de chacun. Au-delà de ces personnalités-là que vous avez évoquées, il y a un certain nombre de jugements qui sont en cours. Si ces personnalités-là, il n'y a pas de, comment dirais-je, de reproches à leur faire et qu'il n'y a pas vraisemblablement de choses à leur reprocher, comme je le disais, la justice décidera dans un sens. S'il y a des choses à leur reprocher, elle décidera dans l'autre. Je n'ai pas interféré sur une décision de... Donc pour Ayed, pour Ayed, justice indépendante, pas de chasse aux sorcières en Tunisie? Non, il y a une justice qui est indépendante. Et donc pas de chasse aux sorcières en Tunisie aujourd'hui? Il y a une justice qui est souveraine, indépendante. Si elle juge qu'il y a des choses à mettre à charge à ces personnalités, elle le fait. Si c'est à décharge, elle le fait aussi. Très bien. Tout simplement. C'est une justice libre et indépendante. On activera la VAR le moment venu. L'actualité en Tunisie, c'est aussi la nomination surprise de la nouvelle ministre des Finances, Chilem Boukdiri, qui n'est pas issue des milieux financiers. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Chilem Boukdiri, c'est celle qui a été limogée.
Pardon, c'est Miket Salma Kaldi, c'est bien ça. Voilà. Autant pour moi, merci beaucoup. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bah, c'est une nouvelle qui a surpris, mais en même temps qui ne m'étonne pas, parce que j'ai envie de dire que le président, quand il a décidé de ce que j'ai pu voir, il a constaté qu'il y avait sur un certain nombre de sujets, en particulier sur la gestion des biens confisqués, ça n'avançait pas depuis 2011. Donc à un moment donné, quand vous êtes ministre, particulièrement des Finances, et que vous avez en grande partie, pas totalement, mais en partie, la main, le regard sur les dossiers liés aux biens confisqués de l'ère Ben Ali et que ça n'avance pas. Parce que pour clarifier, Miket Salma Kaldi présidait l'instance de réconciliation pénale qui était en charge de récupérer un peu... c'est peut-être pour ça qu'elle a été nommée, pour que ça avance plus vite. Donc c'est le message qu'il voulait envoyer un peu plus très probablement. Sociale très probablement. Bah, vous savez, le problème c'est que c'est là où je vous dis qu'il faut voir tout dans un contexte global. Quand je prends position avec vigueur, c'est que je pense bien connaître la Tunisie et je pense surtout bien connaître celles et ceux qui l'ont ruinée. Comme d'autres aussi, qui ne partagent pas vos points de vue. Mais je respecte. Alors vous savez, je vais vous dire, moi je suis quelqu'un qui respecte tous les points de vue. Moi, c'est mon opinion. D'autres pourraient penser le contraire. Je respecte. Je dis juste que mon opinion à moi, c'est que beaucoup ont démoli le pays. Et encore une fois, c'est un doux euphémisme. On démolit le pays durant les 10 dernières années et on en voit aujourd'hui le résultat. Pardonnez-moi, le sujet que vous évoquez, il est symptomatique. En 2011, Ben Ali part, un nouveau gouvernement se met en place. Théoriquement, on se dit, bon bah, justice. C'est ce qu'on doit se dire en théorie. Donc, il y a des biens qui sont confisqués. Je parle des biens en tunisien, pas à l'extérieur, parce que ça, c'est un autre problème. Mais il y a des biens qui sont confisqués. En 2011, on est en 2025... Il n'y a toujours aucun dossier qui n'est réglé. Il n'y a pas un problème quelque part? Je vous pose la question. C'est peut-être l'impuissance du pouvoir politique. Ce n'est pas l'impuissance du pouvoir politique. C'est qu'il y a dans l'administration tunisienne, il y a eu des volontés très claires, face à l'impuissance donc du pouvoir politique. Manifestes. Mais c'est pour ça que je vous dis que quand on regarde, encore une fois, je suis désolé de répéter comme un perroquet, mais durant les 10 dernières années, il y a eu manifestement un entrisme dans l'appareil de l'État qui a conduit à ce que des dossiers soient éclatés en 1000 morceaux, comme c'est le cas pour les dossiers liés à l'assassinat de Mohamed Brahmi et de Chokri Belaid. Il y a des dossiers liés aux confiscations des biens. Ça fait 14 ans que le sujet n'est pas réglé. On se pose des questions à un moment. 14 ans que le sujet des biens confisqués n'est pas réglé. Il y a un problème quelque part. Oui, donc il y a un problème au niveau de la puissance même du pouvoir public aujourd'hui. Parce que quand vous écoutez, on a l'impression que c'est l'administration qui contrôle l'exécutif. Je vais vous dire, il faudrait, et ça c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer, il faudrait que, pour certains en tout cas, il faudrait que ce soit le ministre qui tienne son administration et pas l'inverse. Bien, on parlera maintenant de la Tunisie sur la scène internationale. Depuis le 11 février, une pétition signée par des figures de défense des droits de l'homme intitulée « Non à la propagation et de la propagande politique dans les activités culturelles » alerte, je cite, sur l'influence des régimes théocratiques sur le modèle sociétal tunisien. Bon, pour faire simple, ils ont remarqué des signes de rapprochement entre Tunis et Téhéran. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran doit être un partenaire fiable pour la Tunisie? La Tunisie n'est pas le seul pays à entretenir des relations diplomatiques avec l'Iran. Mais ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, qu'est-ce que vous le dites? Ils s'inquiètent. La Tunisie, elle est libre d'entretenir les relations diplomatiques. Ce sont des Tunisiens qui le disent, ce sont des Tunisiens, c'est pas à l'extérieur. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils mettent en avant en fait, le modèle iranien. Non, mais je comprends, je respecte leur position. Qui a un rebours des droits des femmes surtout. Je veux dire, non mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la Tunisie n'est pas le seul pays à entretenir des relations diplomatiques avec l'Iran. C'est pas parce qu'on entretient des relations diplomatiques avec l'Iran qu'on va voir débarquer toute une ribambelle de tchadors dans les rues de Tunis. Bon, la Tunisie, elle entretient des relations diplomatiques avec l'Iran. Certains s'en émeuvent. D'autres considèrent que c'est la liberté de la Tunisie d'entretenir... Et vous, votre position, Ryan? Moi, je pense que la Tunisie, encore une fois, elle est libre d'entretenir les relations diplomatiques qu'elle veut. Est-ce que la Tunisie doit approfondir ses relations avec l'Iran? Mais elle est libre. Je n'ai pas à juger avec qui elle doit s'entendre. Non, mais les relations diplomatiques qu'on a avec un pays... mais attendez, Carlyle... Donne un peu la vision qu'on veut... Carlyle, attendez.
La Tunisie, elle est indépendante, libre J'ai pas et dit le souveraine. contraire. Non, attendez. Oui, j'ai pas dit le contraire. Si je peux me permettre. Allez-y. La Tunisie, elle est indépendante, libre et souveraine depuis 1956. Si elle veut entretenir des relations diplomatiques avec l'Iran, c'est son affaire. Si elle veut entretenir des relations diplomatiques avec X ou Y, c'est son affaire. Je veux dire, la Tunisie est le seul pays qui entretient des relations avec. Je n'ai pas dit le contraire, mais lorsqu'on l'Iran. voit l'appel de ces gens-là qui se plaignent d'une sorte d'iranisation un peu de la Tunisie. C'est pas parce que. En vrai. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas parce que la Tunisie, encore une fois, entretient des relations diplomatiques ou un dialogue. Approfondissement. Oui, mais l'approfondissement, qu'est-ce que ça veut dire approfondissement? C'est très simple, c'est qu'on est très proche. Oui, très proche dans quoi? Économiquement? Ça peut être autre chose aussi, mais économiquement, ça peut être aussi un échange en termes de culture et tout, pourquoi pas. Mais vous pensez vraiment que l'approfondissement, ça veut dire que demain, parce que je vois le bout de votre question, c'est qu'il y ait la mentalité iranienne qui vient de s'installer en tout cas, c'est la crainte évoquée par ceux qui ont fait cette pétition-là. Oui, bah écoutez, c'est une crainte, moi je considère que cette crainte n'est pas fondée. Parce qu'encore une fois, si on approfondit les liens, enfin je veux dire, quand on regarde la liste de ce que j'avais vu, mais la liste des périmètres de coopération envisagés, c'était plus de l'ordre de l'économique, du scientifique, du culturel à la rigueur, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura encore une fois l'iranisation de la Tunisie. Approfondir les relations avec l'Iran, ça ne veut pas dire iranisation de la Tunisie. Vous savez, connaissant un petit peu la mentalité de nos institutions et du président de la République, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur le principe de souveraineté. Donc je ne pense pas que ce soit quelqu'un à qui on va, lui dicter ce qu'il a. Après, on sait qu'il aime très bien l'Iran, hein. On ne peut pas lui en vouloir. Donc, il c'est aime, même il rendu aime à très bien Téhéran, l'Iran, il aime aux obsèques du président. Oui, comme beaucoup. Enfin, alors, on parlera des États-Unis. Comme beaucoup de pays africains. Mais j'ai pas dit le contraire. Non, mais je réponds à votre question. Bah oui. Après, avec le sourire. C'est légitime d'aimer l'Iran. Donc, c'est son choix. Aimer l'Iran, il aime pas plus l'Iran que la France. Ah bah là, ça reste à discuter. Alors que Donald Trump aspire... discuter. Pas aujourd'hui. Alors que Donald Trump aspire à faire de la bande de Gaza la nouvelle Côte d'Azur, la Tunisie peut-elle, autour de ses voisins, attachés à la cause palestinienne, infléchir la position américaine sur cette question-là aujourd'hui? Là où on parle de déportation, désolé pour le thème qui est assez fort dans l'histoire de l'humanité, mais on se dirige un peu vers ça aujourd'hui. Est-ce que la Tunisie peut peser avec ses voisins pour éviter un tel scénario aujourd'hui? Votre question, elle est très intéressante. Comme toutes, d'ailleurs. Comme toutes. Comme toutes, d'ailleurs. C'est gentil. Comme toutes. Non, votre question, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que depuis le premier jour du conflit, j'en avais même parlé d'ailleurs à l'époque au conseiller du président Macron, j'avais indiqué qu'il était dommage, regrettable, que la France en particulier, mais je vais répondre à votre question, n'ait pas pris davantage de temps, on va dire, pour avoir un dialogue plus approfondi sur la question palestinienne avec ses voisins d'Afrique du Nord. On sait que les acteurs, entre guillemets, majeurs sur cette question-là sont forcément les pays qui sont limitrophes. Donc l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Bon. Mais pour moi, la Tunisie, elle a aussi un rôle à jouer. Consultatif, peu importe, mais elle a un rôle à jouer. Parce que les rapports entre la Tunisie et la Palestine sont des rapports extrêmement étroits. C'est même passionné et passionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1982, la Tunisie a accueilli l'OLP. Il ne faut pas oublier que le 1er octobre 1985, Israël a bombardé la Tunisie, à Hamemchat. Donc ce sont des choses qu'on n'oublie pas, en Tunisie en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc la question palestinienne, elle est très importante pour la Tunisie. Je pense que la Tunisie peut avoir un rôle à jouer, mais pas seulement. On doit davantage, je pense, élargir le cercle de discussion pour faire vraiment front commun vis-à-vis de cette proposition de Donald Trump qui, à l'évidence, est une proposition
qui est abracadabrantesque, comme aurait dit Jacques Chirac, mais je pense que la Tunisie a un rôle à jouer et doit être mis dans le cercle de discussion. On a aussi notre voix à porter en tant que Tunisien, bien sûr, mais évidemment qu'elle a un rôle à jouer au regard aussi du lien, comme je le disais, qu'elle a toujours d'ailleurs avec la Palestine. On est très pris par le temps. Une question suit cette affaire-là. La publication d'un document intitulé « Traité d'État, expulsion de vente et de migrants de la Tunisie vers la Libye ». Est-ce que vous avez entendu parler de ce rapport? Je suppose que vous faites référence au rapport qui a été publié dans le journal britannique Le Guardian. Oui, qui a été repris par la presse oui. aussi, oui. française aussi, Le Point en parler. J'ai vu effectivement des articles qui relatent de ce rapport. Je vais vous dire très franchement, ce sont des témoignages. S'il s'avère que ces témoignages sont avérés, ça ne veut pas dire que je remets en doute ce qui se dit, ça doit être condamné avec la plus extrême vigueur. Pour faire simple, pour ces chercheurs-là, il s'agit d'un trafic d'État, car du côté tunisien, les ressources allouées à l'arrestation et à la déportation des migrants, je parle des bus, armes, essence, salaires et compagnie, font partie d'une infrastructure étatique. Donc clairement, pour la première fois, un rapport évoque directement l'implication des autorités tunisiennes dans un échange transactionnel. Je vous dis sincèrement, j'ai du mal à imaginer le gouvernement tunisien autoriser la traite de migrants. Je vous le dis très franchement et très directement. Qu'il y ait des éléments probables de certaines unités ou d'appareils sécuritaires, s'ils s'adonnent à ce genre d'exaction et ce genre de crime, ça doit être condamné avec la plus extrême fermeté. C'est pour ça que je pense que la meilleure des manières d'élucider ou d'éclairer sur cette affaire, c'est que la Tunisie déclenche une enquête. Ça me paraît naturel et évident. Mais que ce soit organisé par l'État, c'est-à-dire que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, voire plus haut, on se dit, bah tiens, pour aller chercher de l'argent, on va aller traiter, on va aller prendre en otage des migrants, j'imagine pas. Je ne peux pas un seul instant imaginer que ça puisse être le cas. Dans d'autres pays, ça existe. Mais pas en Tunisie. Je ne pense pas. Après, de ce que nous remonte... Il faudrait s'intéresser à ce qui se passe en Érythrée, par exemple. Ou là, pour le coup... Pour c'est la Tunisie, c'est le rapport. Non, ça viendra peut-être, je suis sûr, mais là, c'est... Non, ça a été évoqué également hein, par rapport à l'Érythrée. À l'Érythrée, par exemple, c'est organisé par l'État érythréen, oui. Bah là, en tout cas, ici, l'État tunisien... Allez voir aussi ce qui se passe, par exemple, dans la zone, dans le No Man's Land, dans le désert du Sinaï. Mais là, pour le coup, je dis que si, dans ce rapport, il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée, si des éléments de l'appareil sécuritaire s'adonnent à ce genre de pratiques honteuses, elles doivent être sanctionnées avec la plus extrême fermeté. Je ne peux pas être plus clair. Très bien. Comment se porte la relation franco-tunisienne aujourd'hui? Elle pourrait mieux se porter. Elle pourrait mieux se porter, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle pourrait mieux se porter dans le sens où on sent bien qu'il y a quand même quelques points de crispation, ce qu'on appelle dans le langage diplomatique des irritants. Mais elle pourrait mieux, comment dirais-je, se dérouler, et parce qu'on voit bien qu'il y a quand même quelques sources de tension entre les deux pays. Mais heureusement, il y a des espaces de dialogue qui sont disponibles. Je pense au Conseil de coopération tuniso-français. Oui, qui va reprendre là, bientôt, en juin. Théoriquement, doit effectivement reprendre en juin. Et pour moi, ça doit être l'occasion d'évoquer tous les sujets et de lever tous les obstacles et tous les malentendus. J'en pense particulièrement à deux, mais en réalité, il y en a parmi d'autres. Hein. Mais je pense par exemple à la question migratoire, où il faut tout mettre sur la table, les OQTF, le soutien que l'on doit apporter à la Tunisie dans la gestion des flux migratoires, qui pour moi doit être une question qui doit être réglée au niveau bilatéral et multilatéral, parce que l'argent que consacre la Tunisie à la gestion des flux migratoires venus d'Afrique subsaharienne, c'est de l'argent qu'elle ne met pas dans son développement, et ça cause un énorme problème en termes de développement pour la Tunisie. Pardon, elle est soutenue par l'Union européenne sur cette question, non? Oui, à hauteur de combien? 105 millions d'euros? Ou 150, je ne sais plus. C'est pas assez quand même. Hein. Donc il faudrait peut-être aider davantage la Tunisie. C'est un pays de 12 millions d'habitants, l'équivalent de la région Île-de-France. Vous pensez qu'on a les moyens de contenir ce flux migratoire qui vient d'Afrique subsaharienne? À Sfax, 250 000 habitants. 15% de cette population, 15%, la migration subsaharienne représente 15% de la population. Mais sachant on doit aider la Tunisie là-dessus. Sachant qu'il vient d'Afrique subsaharienne, comme vous avez évoqué, est-ce que le président tunisien a aussi un dialogue de vérité avec ses homologues africains? Mais il doit y avoir, je pense qu'il doit y avoir un dialogue de vérité, mais quand je dis qu'il faut avoir une approche aussi multilatérale, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les pays de départ jouent le jeu.
Bah justement, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui met la pression sur ses homologues? Parce que comme ce que vous dites est assez légitime, et je suis totalement d'accord avec vous. Mais comment on arrive aussi à freiner les C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une approche multilatérale et bilatérale. Il faut qu'il y ait un dialogue direct entre les chefs d'État. Je l'avais dit d'ailleurs en plus sur ce plateau. J'avais dit qu'il faut un dialogue entre la Tunisie et les homologues africains avec toutes les parties, c'est-à-dire y compris les organisations de la société civile, je pense à l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Il faut qu'il y ait une approche multilatérale en Afrique, mais il faut aussi une approche bilatérale entre la France et la Tunisie. J'avais proposé notamment, s'agissant de la Tunisie en l'espèce, de revoir l'accord de 2008 qui avait été signé à l'époque et entre guillemets, de le mettre à jour pour y ajouter un volet migration circulaire. Mais voilà, ce sont des sujets qui doivent être évoqués à l'occasion du Haut Conseil de coopération franco-tunisien ou tuniso-français, c'est selon. Mais en tout cas, voilà un espace de dialogue où il faut mettre tout sur la table. Et je pense notamment, au-delà du sujet migratoire, je pense au sujet des biens confisqués, des biens gelés, les biens de l'ère Ben Ali qui sont confisqués en France. Il faut qu'on avance sur ce sujet-là, là également. Ça a duré depuis trop longtemps. Où sont les blocages? Certainement, il y a des blocages qui sont liés au montage des dossiers. Eh bien, si pour les biens en question qui peuvent être, dont le sujet ou les dossiers peuvent être réglés facilement, j'ai proposé et je repropose la mise en place d'une commission mixte franco-tunisienne, mais c'est au Conseil de coopération, je l'espère, de mettre ça sur la table. En tout cas, je l'appelle de toutes mes forces. Merci beaucoup. Merci à vous. Rayed. Merci à Romain Clicquot de MEC, la réalisation. Portez-vous bien et à bientôt.